On redescend un petit niveau pour parler du genou maintenant. Donc, je vais vous présenter un topo sur comment choisir ces greffes pour les reconstructions du ligament croisé antérieur en fonction du sport qui est pratiqué. Alors, on va regarder comme greffons essentiellement le tendon rotulien, les tendons ischio-jambiers médiaux et le fascia lata sera moins discuté ici avec moins de résultats dans la littérature. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix de la greffe n'est pas uniquement lié à sa pratique sportive, mais c'est un ensemble de paramètres. C'est un faisceau d'arguments qui va permettre un choix de greffon entre les ischio-jambiers ou le tendon rotulien. Et pour ça, il faut avoir plusieurs paramètres en connaissance, notamment les résultats de ces différents greffons intrinsèquement, les résultats sur la laxité, les résultats fonctionnels, le taux de rupture de ces greffons, quelles sont les conséquences du prélèvement de ces greffons sur la morbidité, ou encore quels sont les risques liés à ce prélèvement. Tous les paramètres patients et même des questions esthétiques sont des paramètres avant de décider, en fonction du sport, vers quel choix de greffon on va s'orienter. Alors pour les paramètres du greffon, si on regarde un petit peu, les résultats, alors pour les résultats, il y a plusieurs études sont sorties, notamment des méta-analyses, qui en 2008 ne voyaient pas de différence entre le tendon rotulien ou les ischio-jambiers. Des méta-analyses avec Motadi en 2011 ne voyaient pas de différence sur le taux de rupture non plus. Et puis, on a eu des études depuis 2015 sur des méta-analyses, comme l'étude de Xi qui montrait de meilleurs résultats pour les tendons rotuliens, avec néanmoins plus de morbidité. Donc déjà là, fonctionnellement, on avait déjà une première étude qui faisait ressortir le tendon rotulien. Samuelson, qui a fait une autre méta-analyse en 2017, note un taux de re-rupture plus important pour les ischio-jambiers. Encore une fois, donc, une autre étude qui était en faveur du tendon rotulien pour le taux de re-rupture. GUPA, une étude de level 3, note aussi plus de re-rupture pour les ischio-jambiers. Encore une fois, un article en faveur du tendon rotulien. Concernant les laxités et les ressauts qui peuvent être évalués par des examens cliniques ou bien instrumentaux pour la mesure de la laxité, le ressaut rotatoire, lui, est toujours clinique dans les études car il n'y a pas encore d'instrumentation validée pour le mesurer, bien qu'il y en a qui sont en train de sortir. Les premières études, donc une première méta-analyse qui ne voyait pas de différence avec Samuelson en 2017, et puis on en a d'autres qui retrouvent un meilleur contrôle de la laxité sur le tendon rotulien. Xi, qui avait fait aussi son méta-analyse en 2015, retrouvait toujours de meilleurs résultats sur le ressaut pour le tendon rotulien. Et la première méta-analyse qui a été sortie comparant les deux, c'était celle de David Bio, un collègue de notre génération qui travaillait à Cochin, qui avait fait cette première méta-analyse, qui avait trouvé aussi un meilleur contrôle de la laxité pour le tendon rotulien. Goodpa et Schotte avaient retrouvé également des meilleurs résultats pour le contrôle de la laxité au catémile ou pour la laxité, le ressaut, pour le tendon rotulien. Donc clairement, on s'orientait vers des résultats qui étaient meilleurs pour le tendon rotulien sur le contrôle de la laxité et les taux de rupture. Qu'en est-il de la morbidité du prélèvement de ces différents transplants? Si on regarde la morbidité qui est liée à un prélèvement d'ischio-jambier. Quand on prélève un ischio-jambier, vous voyez cette petite cicatrice, elle est sur le trajet de la branche infrapatellaire du nerf et dans 40 à 88%, ça entraîne des dysesthésies sur l'avant du genou sous la rotule. La branche de l'atteinte sartoriale du nerf saphène, c'est une lésion qui est assez fréquente, qui monte jusqu'à 74% dans les études, qui se produit lorsque l'on strip, c'est-à-dire un instrument qui va permettre de prélever ce tendon ischio-jambier au fond de la cuisse. Et ça peut entraîner des déficits un petit peu en flexion et sur la rotation interne, les hématomes de cuisse assez classique dans les prélèvements des ischio-jambiers, avec parfois même cet hématome qui peut marquer la surface cutanée pendant longtemps et qui peut avoir un petit retentissement esthétique chez les jeunes filles, et quelques raideurs sur la chaîne postérieure. La morbidité du tendon rotulien, ça peut entraîner des douleurs antérieures de 13 à 46%. On peut diminuer cette morbidité en utilisant des techniques de double voie d'abord pour descendre à 20%.
Mais en revanche, les douleurs à l'agenouillement et à la marche, elles, sont assez présentes, jusqu'à 74 et 70%. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces deux types de morbidité entre le tendon des ischio-jambiers et le tendon rotulien, c'est que les ischio-jambiers peuvent donner des morbidités de dysesthésie cutanée qui ne vont pas avoir de retentissement spécifique dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire on peut avoir une perte de sensibilité sur la jambe ou sur le genou, bon, on le sent, les patients nous le font remarquer, mais ça n'entraîne pas spécialement de douleur ou bien de retentissement sur le sport. En revanche, d'avoir des douleurs à l'agenouillement ou bien à la marche après une plastie au tendon rotulien, ça peut avoir un retentissement fonctionnel. Alors ça finit souvent par disparaître, mais il faut plusieurs années souvent avant que le patient finisse par oublier son genou. Donc la morbidité est quand même plutôt en faveur des ischio-jambiers avec moins de morbidité avec le prélèvement de ces tendons. Pour les risques, bon, les risques un peu théoriques de claquage des ischio-jambiers après leur prélèvement ou bien de crampes, j'en ai pas vraiment eu connaissance. Peut-être que nos médecins du sport qui les voient plus à long terme pourraient le décrire. Et les risques en revanche sur le tendon rotulien, ça c'est un peu plus connu. Ça, on voit de nos patients qui ont des tendinites de l'appareil extenseur ou encore des ruptures de ce dernier, voire des fractures de rotule. 0,5% dans la littérature, 3 dans mon expérience personnelle. C'est pas facile à gérer. Et, donc c'est une conséquence. Ça c'est un risque qui est relativement grave. Donc, les paramètres patients sont aussi à tenir compte en fonction de la greffe qu'on va utiliser, si jamais on doit faire des ligamentoplasties complexes, s'il y a des tendinopathies sous-jacentes, en fonction aussi de la laxité préopératoire. Une petite notion esthétique qu'on peut tenir compte aussi. Une jeune fille peut-être préférer une seule petite voie d'abord plutôt que les 2 autres voies d'abord. Et donc, en synthèse sur ces paramètres, les résultats, qu'ils soient fonctionnels ou sur le taux de rupture, sont en faveur donc, du tendon rotulien, le contrôle de la laxité du ressaut aussi, et la morbidité, en revanche, ainsi que les risques, sont plutôt en faveur des ischio-jambiers. Donc, quel sport, comment choisir le transplant en fonction du sport? Il y a 3 paramètres que j'utilise pour choisir le paramètre. Ça va être le sport, quelle est la puissance du contact qu'on a vis-à-vis du sport utilisé. C'est sûr que plus le sport va être avec un contact fort, plus j'aurai tendance à favoriser l'utilisation d'un tendon rotulien. Quelle est la posture qu'on va utiliser pour notre sport? Si on est souvent semi-fléchi, le tendon rotulien ne sera plutôt pas privilégié, et les groupes musculaires sollicités aussi. Donc, on regarde pour le football. Voilà. Donc, si on regarde pour le football, le contact est souvent assez violent et nécessite donc d'utiliser plutôt une greffe qui résiste bien au taux de rupture. Donc, je vais bien sûr privilégier le tendon rotulien. Un sport comme, alors un petit bémol pour le football sur le gardien de but qui lui utilise beaucoup l'extension pour aller chercher les balles ou encore pour se mettre souvent à genoux, donc on évitera plutôt pour le tendon rotulien et on va privilégier les ischio-jambiers. Pour le football américain ou encore le rugby, au vu de la violence des contacts, bien sûr on va plutôt favoriser le tendon rotulien. Un sport comme le handball, lui, plutôt utilise son appareil extenseur, mais peut avoir aussi des contacts importants. Donc, a priori, quand c'est des petits gabarits, ça sera plutôt des ischio-jambiers. Si jamais on tombe avec des plus gros gabarits, peut-être utiliser un tendon rotulien. Petit bémol, pareil pour le gardien de hand, qui lui utilise beaucoup les extensions de son membre inférieur. Et donc, au risque d'avoir des claquages des ischio-jambiers, je vais plutôt privilégier le tendon rotulien. Pour le basketball, bien sûr, on utilise beaucoup l'appareil extenseur. Donc là, je ne touche pas du tout le tendon rotulien pour permettre un retour au jump plus rapide. Et j'utilise bien sûr les ischio-jambiers. Pour le volleyball, donc là, 2 raisons d'utiliser les ischio-jambiers. 1, parce que le volleyeur se met souvent à genoux au sol, donc risque d'être gêné après une prise de greffon du tendon rotulien, et utilise beaucoup le jump pour pouvoir faire les différentes phases de jeu en attaque ou en défense. Pour les sports de raquettes, les joueurs sont souvent, là c'est un problème de posture, sont souvent semi-fléchis pour pouvoir amorcer leur coup droit ou leur revers. Donc j'utiliserai plus facilement les ischio-jambiers. Pour le ski, c'est le même sujet. Le skieur est tout le temps semi-fléchi et pour éviter de trop solliciter l'appareil extenseur, j'utiliserai les ischio-jambiers. Enfin, des sports comme le water polo qui sont assez violents et qui utilisent beaucoup les ischio-jambiers sous
l'eau pour pouvoir nager, on va privilégier le tendon rotulien. Et les sports de combat, vu le gabarit nettement supérieur au mien des judokas ou bien des combattants et la puissance qu'ils vont faire, on utilisera forcément le tendon rotulien de manière préférentielle. Au total, le tendon rotulien, certes, il contrôle mieux et semble avoir moins de ruptures, mais a une morbidité beaucoup plus importante qui peut gêner un peu dans la vie de tous les jours. Donc c'est une véritable discussion qu'on doit avoir avec le patient. De toutes les manières, il faut savoir faire toutes les techniques et le sport reste un argument pour le choix, mais pas le seul. Voilà, je vous remercie bien.